Marcel n'était pas invité. Bonjour à tous et on profite pour saluer nos amis de la radio. Un petit peu avec moins d'écho, ce serait mieux, je pense. Oui, ça va? D'accord, on redémarre. 54320, bonjour à tous, en direct de Canal, comment on dit, Canal FM ou Zouk FM? Oui, Canal 10 FM. Canal 10 FM. Sur la 103. Sur la 103, Canal 10 FM sur la 103, je vais le noter pour le savoir. Salut Jeff et toute la petite équipe qui démarre aujourd'hui le direct de radio et qui prend la suite du ZCL. Donc ça veut dire qu'on est écouté dans toute la Guadeloupe maintenant. Absolument, et voir ailleurs. Et voir ailleurs et au-delà. Bon, en tout cas, bonjour à tous, Guadeloupe, Martinique, à Paris, à Marseille aussi. À Marseille aussi, on nous voit un peu partout dans le monde et c'est tant mieux, puisque nous sommes la seule télé à être visible en direct en France et ça c'est un bonheur. On salue nos amis de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Marie-Galante et aussi les amis du Moule qui nous regardent avec passion. On va recevoir ce matin, tout à l'heure, Stéphane Jules, c'est le directeur du Pôle emploi. On fera avec lui bien sûr le point sur l'emploi en Guadeloupe, mais aussi après les problèmes de Saint-Martin, ce qui s'est passé, comment aujourd'hui les salariés se trouvent. Il y a quelques difficultés, M. Stéphane Jules va nous le dire. On restera dans le domaine de la formation avec Régine Delaney qui sera tout à l'heure avec nous. C'est la chargée de mission et de la formation à la CCIG. Et puis plus tard, comme d'habitude, le mercredi, on recevra notre chroniqueuse Coco Isabrico. Il s'agit de Jocelyne Nampry. Et en fin d'édition, Jean-Marc Lasserre devrait venir nous rencontrer. Voilà, on passe tout de suite à l'information avec Mendy. Merci Danick, et pour l'actualité, c'est donc maintenant, nous sommes le 18 octobre. Et ce matin, le syndicat UTS-UGTG de l'établissement français du sang a décidé de se réunir puisque, par décision du 5 octobre, la direction a donc annoncé l'externalisation imminente du plateau technique de qualification biologique du don. Nous entendrons tout à l'heure les différents syndicats. Et puis, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant invitait les professionnels à échanger et partager leur expérience afin de mettre en place une offre de service, donc un atelier numérique qui avait lieu à l'hôtel de ville. Et enfin, nous terminerons avec l'Erasmus+, les portes ouvertes Erasmus Plus Day. C'est donc le 13 octobre, toute une matinée à l'occasion des 30 ans du programme, une manifestation à l'occasion donc où tous les porteurs de projets sont donc associés au projet européen. Nous verrons tout cela tout à l'heure en cours d'édition. Et on écoute sur la radio, je le disais, radio RHT, radio Canal 10. Alors je vous l'ai dit, on va recevoir, on reçoit même en direct Stéphane Jules, qui est le directeur de Pôle emploi Guadeloupe. Un pays, me disait tout à l'heure, 23%. Traditionnellement, on dit toujours qu'il y a 40% de sans emploi en Guadeloupe. Vous ne confirmez pas? Bonjour. Bonjour. Je considère qu'il y a 23% de fait. Officiellement. Aujourd'hui, on est sur un taux de chômage de 23% en Guadeloupe, tout à fait. Oui. Mais c'est beaucoup quand même. Ah, c'est beaucoup. C'est le double de la métropole, donc c'est énorme. Oui. Et ça peut baisser ou pas finalement? Ben, c'est l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de travailler sur ça. Il faut que nos actions en Guadeloupe soient adaptées justement à ce taux de chômage très élevé. On a des actions que l'on fait comme celles qui sont faites en métropole, mais moi, ma conviction personnelle, c'est que justement, il faut faire d'autres types d'actions pour qu'un jour, on puisse passer de 23% à moins de 10% de chômage, comme ailleurs. J'ai beaucoup entendu ça de la part de vos prédécesseurs et finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Alors après, Pôle emploi, vous savez que Pôle emploi, c'est inscrire, indemniser, accompagner les demandeurs d'emploi. Malheureusement, on ne crée pas l'emploi, puisque c'est l'économie qui crée l'emploi. Donc nous, notre job, c'est d'accompagner au mieux les demandeurs d'emploi. Après, je pense qu'effectivement, pour la Guadeloupe, il faut mettre toutes les actions en place. Oui. Et qu'est-ce qui pourrait faciliter la création d'emplois en Guadeloupe, puisque nous ne sommes pas un pays industrialisé? Alors en fait, déjà, ce qu'il faut faire, alors c'est vrai que ça l'arsène énormément. Oui, effectivement, il y a un peu de retour. Je crois que je vais demander à nos techniciens de baisser un peu le retour parce que nous avons du larcène. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc je crois que déjà, ce à quoi il faut s'atteler, c'est ce qu'on a déjà en Guadeloupe. Oui. C'est vrai qu'effectivement, on parle de développement économique, mais déjà, utiliser les solutions qu'on a en Guadeloupe. Avec deux axes importants, la partie des secteurs qui recrutent énormément et la partie des secteurs qui sont des niches d'emploi. Donc là, aujourd'hui, on doit travailler vraiment sur ces deux secteurs-là et après sur une multitude de solutions
pour le chômage, globalement, en France, partout, il n'y a pas une seule solution. S'il y avait une seule solution, tout le monde l'aurait trouvé. Ça se saurait, oui. D'accord, ça se saurait, et je pense qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Après, effectivement, le cumul de toutes les petites solutions peut faire avancer les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action. Oui. Je suis pragmatique, et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui globalement pour les demandeurs d'emploi en Guadeloupe aujourd'hui? C'est proposer plusieurs types de solutions. La création d'entreprises en est un par exemple, on échangeait tout à l'heure ensemble. C'est vrai que la création d'entreprises aujourd'hui en Guadeloupe, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a beaucoup de création d'entreprises. L'objectif, c'est de les faire perdurer. Tout à fait. C'est pour ça que je dis l'objectif, c'est de les faire perdurer, et donc c'est une des solutions. Donc ça, c'est le volet important, et moi aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut qu'on s'attelle sur ce volet-là. Après, effectivement, par rapport à ce que vous dites, quand vous dites qu'il n'y a pas d'industrie, il y a aussi le développement économique. Oui. Comment on fait en sorte pour utiliser au mieux les richesses de la Guadeloupe? Et il y en a des richesses en Guadeloupe. Une des richesses, c'est le tourisme. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour le tourisme? Donc c'est très important d'être en phase avec son territoire. Et nous, notre devoir, c'est de faire en sorte que quand un demandeur d'emploi s'inscrit en Guadeloupe, quand il rencontre son conseiller pour faire son projet professionnel, qu'on soit en phase avec le territoire. Tout à l'heure, vous parliez de Saint-Martin. Saint-Martin, c'est surtout l'hôtellerie-restauration aujourd'hui. Bien sûr. Enfin, aujourd'hui, là, on est en difficulté, mais c'est l'hôtellerie, mais ça va revenir. C'est l'hôtellerie-restauration. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui vient s'inscrire en Guadeloupe et qui va chercher dans un secteur où il n'y a pas d'emploi, il ne trouvera pas. Et inversement, il faut qu'on puisse parfois, par la mobilité professionnelle, aller vers ces secteurs-là. Alors, je prends un secteur dont on parle qui est dit un secteur en pointe, le numérique. Est-ce que vous avez le sentiment ici que le numérique peut créer des emplois encore, peut encore créer des emplois? Alors le numérique, vous savez, c'est un peu comme le développement durable. Pour moi, c'est un moyen, j'allais dire. Oui. Alors c'est vrai que le numérique crée des emplois, mais c'est des volumes d'emplois aujourd'hui qui en Guadeloupe sont pas énormes. D'accord. On a pratiquement 60 000 demandeurs d'emploi en Guadeloupe, donc il faut le faire. On a des formations sur le numérique, il faut avancer, il faut y aller, mais ça permet pas non plus de faire décoller la baisse du chômage. Oui. D'accord. Pour autant, il faut le développer. C'est-à-dire, il faut savoir travailler sur ces secteurs-là. Il y a des secteurs aussi de pointe. Vous savez qu'en Guadeloupe, on a l'unique, on parlait tout à l'heure d'usine, l'unique industrie ou entreprise qui fabrique des verres. Je ne fais pas de la pub, loin de là, mais qui fabrique des verres. Oui. C'est des Guadeloupéens qui travaillent dedans. Comment on fait pour faire en sorte de maintenir cela? Oui. Donc je pense qu'il y a un moment aussi, il faut que tous ensemble, parce que bon, moi et les 600 agents de Pôle emploi, on est une partie du Pulse, mais l'important c'est l'ensemble des partenaires et comment tous ensemble on travaille, et il faut aussi tous ensemble valoriser la Guadeloupe. Et valoriser la Guadeloupe, ça veut dire aussi valoriser le secteur de la Guadeloupe, valoriser le tourisme de la Guadeloupe, valoriser, et en tant que citoyen aussi, parce que moi j'habite en Guadeloupe depuis 2 ans, en tant que citoyen aussi, on doit valoriser la Guadeloupe, tous les matins, oui, pour faire en sorte qu'effectivement on puisse développer des choses en Guadeloupe plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Vous avez le sentiment honnêtement que c'est un discours que les politiques entendent? Je dis même pas comprennent, entendent? Alors en fait, moi je fais pas de politique, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Ouais. Enfin, moi j'ai eu la chance de rencontrer les 4 députés. On s'est rencontrés, les 4 nouveaux députés, il y a pratiquement un mois. Oui. Enfin, on a échangé sur cet axe-là. Ouais. Et je pense qu'effectivement, on a cette volonté-là. En plus, on a une députée qui a la chance de bien connaître Pôle emploi. Oui, travaille chez vous. Voilà. Donc c'est vrai enfin, l'enjeu, on a tous le même. Oui. La question, c'est comment on y va ensemble. Et au niveau de la région, est-ce que cette impulsion, vous avez sûrement rencontré M. Charles, j'imagine, est-ce que cette impulsion est donnée du côté de la région qui devrait faciliter la création d'emplois? Nous, avec la région, on a un partenariat qui est très ancien. Hein. Oui. Donc, effectivement, on travaille ensemble. La région, c'est le fil conducteur pour les formations. Nous, on travaille avec eux sur ce volet-là. Donc, bien évidemment, tous les partenaires aujourd'hui œuvrent. Je pense que ce qui nous reste tous à développer, c'est parfois tous travailler ensemble sur le même sujet, et là je parle globalement, oui, et c'est aussi trouver d'autres pistes. L'innovation, enfin moi je suis un militant de l'innovation, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui innover c'est pas forcément de nouveaux moyens, innover c'est parfois faire la même chose mais différemment, et je pense qu'aujourd'hui il faut proposer d'autres choses pour la Guadeloupe. Je le disais tout à l'heure, vous me parlez du taux de chômage, si on veut passer de 23 ou 24% à 10% demain, si on fait les mêmes choses qu'ailleurs, ben on aura peut-être 2-3% de baisse. Donc il faut vraiment faire autre chose. Alors prenons par exemple l'agroalimentaire, l'agrotransformation. On voit souvent des foires artisanales avec beaucoup de gens qui produisent et qui font des choses en agroalimentaire. Est-ce que c'est un secteur qui peut être porteur ou est-ce que les gens travaillent uniquement, j'ai pas envie de dire au noir, mais enfin font ça de façon bricolante?
Ah non, c'est un secteur qui peut être porteur. Oui. C'est un secteur qui peut être porteur et c'est un secteur sur lequel on a des richesses locales et qu'il faut qu'on développe plus. Le secteur aussi je parlais de la valorisation du territoire. Oui. Aujourd'hui, j'étais avec le maire de la Désirade il y a quelques semaines. Comment aussi on valorise une île comme la Désirade avec ses produits, avec son savoir-faire. Donc je pense qu'il y a vraiment, entre guillemets, la marque Guadeloupe. Oui. Et je pense qu'on a à travailler sur ça. Le tourisme monte, on le voit, enfin, on suit tous les courbes, y compris les courbes de l'aéroport. Le tourisme monte. Comment on fait pour faire en sorte de le capitaliser au mieux? C'est-à-dire faire en sorte aussi, on parle d'hôtellerie-restauration, vous avez vu que sur l'hôtellerie-restauration, ces derniers mois, l'offre augmente. Il y a y compris des hôtels qui vont passer en 5 étoiles. On sait qu'il y a des touristes américains. Donc quelle offre aussi on amène? Et ça passe aussi par l'aménagement. C'est-à-dire aujourd'hui, les ressources qu'on a en Guadeloupe, j'allais dire les trésors. Les trésors, on sait qu'on a des lieux qui aujourd'hui sont uniques au monde. Comment on les valorise mieux pour les faire connaître aussi encore plus à l'extérieur? Et là, aujourd'hui, il y a un travail qui est fait. Donc il faut qu'on aille peut-être encore plus loin sur ce volet-là. Et nous, au niveau de Pôle emploi, c'est effectivement la connaissance de ce territoire et comment aussi travailler sur ces développements de compétences. Alors si on prend, on sait maintenant que la Guadeloupe, c'est un pays qui vieillit. Alors, on a vu depuis quelques années se créer ici ce qu'on appelle des entreprises, entre guillemets, d'aide à la personne. Est-ce que c'est un secteur qui peut aussi porter? Alors c'est en fait tout le monde appelle ça la silver economy. Oui, la silver economy. C'est vrai que c'est un secteur qui peut porter, mais pour moi quand vous me dites ça, je vois deux axes. La première, c'est qu'il faut faire en sorte que les jeunes restent. Donc c'est ça. Oui. Et il y a un travail qui est fait sur ça. On sait qu'on a eu le pacte pour l'emploi des jeunes, qui sont plus de 1500 jeunes en Guadeloupe qui ont trouvé un emploi sur 6000 jeunes inscrits. Donc c'est assez important. Ça veut dire que les entreprises en Guadeloupe recrutent aussi de la main d'œuvre. Sur la silver economy, bien sûr, mais c'est là où on a développé des choses. Ça veut dire que c'est là où on a développé des services. Tout à l'heure, on parlait des touristes, enfin je parlais des touristes américains. Effectivement, je pense qu'il faut développer des villages spécifiques. Enfin, on a eu cette discussion avec les 4 députés. Il faut aussi peut-être développer des villages spécifiques avec un service différent qui vont permettre à des personnes plus âgées d'avoir un service plus, peut-être un service santé, enfin tout ça. Je sais qu'il y a des choses qui se font déjà, donc on est dans ce développement-là, enfin pour rencontrer les acteurs économiques. Il y a des choses qui se font et qui vont se faire. Oui, il faut y aller. Encore une fois, il faut explorer toutes les pistes. Il n'y aura pas une piste magique, mais l'ensemble des pistes peut faire que ça avance bien. Parce que on a parlé de la création d'emplois ici, de la création d'entreprises, pardon, pour la création d'emplois. Malheureusement, les entreprises qui se créent un emploi souvent. Alors, déjà, il y a beaucoup d'entreprises. Oui, c'est vrai. Non, il ne faut pas le nier. Je secoue la tête parce qu'ils créent un emploi, mais ils créent leur propre emploi. Oui. Donc, si c'est déjà leur propre emploi, c'est déjà très positif. Oui. On a 2 choses à développer sur ça. La première chose, c'est la demi-marche. C'est-à-dire, il y a des personnes, des demandeurs d'emploi. Vous savez que la moitié des entreprises qui sont créées sont des demandeurs d'emploi. Oui. Mais aujourd'hui, il faut permettre parfois le portage salarial, par exemple. C'est-à-dire la demi-marche entre demandeurs d'emploi et création d'entreprise. Je vais pouvoir créer une entreprise, mais je vais être plus aidé que si je crée une entreprise totalement. Oui. Donc ça veut dire faciliter la création d'entreprise. Et le deuxième axe de la création d'entreprise, c'est faire effectivement, moi je suis un défenseur de la création d'entreprises pour tous, entre guillemets. Oui. J'ai la chance de rencontrer des jeunes en Guadeloupe qui veulent créer des boîtes. Je parlais tout à l'heure d'innovation. L'innovation, c'est pas forcément quelque chose de totalement nouveau. Oui. L'innovation, c'est pas forcément nouveau. J'ai rencontré un jeune qui crée de l'eau de coco, sauf que ce qu'il fait, c'est qu'il développe l'ensemble de la chaîne, avec la crème de coco, avec le recyclage, etc., qui fait qu'il propose quelque chose d'unique lui-même. Donc, il faut travailler sur ça. Et moi, je pense qu'il faut la faciliter. Et il faut aussi permettre des dispositifs qui aujourd'hui vont favoriser la création d'entreprises. Vous avez le sentiment que les jeunes Guadeloupéens et les Guadeloupéens d'une manière générale sont bien informés des dispositifs qui existent, des aides à la création d'emplois, des aides à la formation, parce que souvent, même ici, on rencontre des jeunes qui disent « ouais, je voudrais être formé à tel domaine, mais je ne sais pas ». Alors, est-ce que, ça c'est une question plutôt directe à vous, est-ce que la communication de Pôle emploi est suffisante en direction de ces publics? Elle n'est jamais assez suffisante, la communication. Oui. Vous savez, on a des systèmes
informatiques à Pôle emploi qui permettent d'envoyer un SMS aux 60 000 demandeurs d'emploi en 5 minutes, j'allais dire, ou d'envoyer un mail. Pour autant, la communication, si elle passait aussi facilement, ça le saurait. Puisqu'aujourd'hui, on reçoit énormément de choses sur les smartphones, sur l'ordinateur. Donc l'idée, c'est de faire de la bonne communication. L'idée, c'est de favoriser la communication et puis de recommencer, de recommencer, de recommencer. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les jeunes, ils souhaitent créer, et il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de créer leur entreprise, il faut le favoriser. Oui, ma présence aujourd'hui ici, ça le favorise aussi. C'est-à-dire, quand on parle de la création d'entreprise, aujourd'hui, quand on est inscrit à Pôle emploi, si on est indemnisé, on a une aide à la création d'entreprise. Il y a beaucoup de dispositifs sur la création d'entreprise. Il nous reste certainement aussi à les simplifier, c'est-à-dire en faire en sorte qu'il y ait une clé d'entrée unique, comme on a pu faire pour le pacte pour l'emploi des jeunes. Et forcément, après, l'information passera. Mais moi, je crois beaucoup à l'exemple. Et aujourd'hui, il faut qu'on montre des jeunes qui ont réussi en Guadeloupe, des jeunes qui ont créé leur entreprise, et les autres jeunes, ils passent souvent par ces exemples-là. Alors, c'est un petit reproche qu'on vous fait souvent au Pôle emploi, l'accueil n'est pas toujours à la mesure des attentes. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a un petit travail qui est fait, un effort qui est fait? Parce que, est-ce que les gens qui reçoivent les demandeurs d'emploi sont débordés, énervés, etc. Mais enfin, quelquefois, c'est un peu chaud. Alors, vous savez, il y a 60 000 demandeurs d'emploi en Guadeloupe. Ça, c'est la première Ils n'arrivent pas tous les jours en même temps, quand même. Non, mais je vous déroule, je vais y venir. Non, ils n'arrivent pas toujours en même temps, heureusement. Il y a 600 agents à Pôle emploi en Guadeloupe. Donc pas suffisamment. La richesse de Pôle emploi, je vous laisse. Non, c'est une question. Aujourd'hui, vous savez, on a l'ensemble des ressources qui sont réparties par région en fonction de la charge. Donc, on peut considérer que c'est jamais suffisant. Pour autant, aujourd'hui, mon travail, c'est de faire en sorte que les 600 conseillers de Guadeloupe apportent le service de Pôle emploi. La richesse de Pôle emploi, c'est les 600 personnes. C'est pas autre chose. Aujourd'hui, c'est effectivement les conseillers qui accompagnent les demandeurs d'emploi dans ce recherche-là qui sont la richesse de Pôle emploi. Après, on a aussi un rôle social. Enfin, on a tous les trois dans notre famille des gens qui sont au chômage. C'est pas simple. Il y a des gens qui viennent à Pôle emploi qui ont des soucis importants. Il y a des gens qui viennent à Pôle emploi qui veulent pas montrer qu'ils sont au chômage. On a tous connu ça. Et aujourd'hui, on a aussi ce rôle de tampon social, de faire en sorte qu'effectivement, on fait en sorte que le demandeur d'emploi il soit reçu le mieux. Est-ce qu'on y travaille? Oui. Aujourd'hui, on a pratiquement 65% des demandeurs d'emploi qui sont satisfaits de cet accueil-là. C'est pas assez, donc on y travaille. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. Parce que moi, comme vous, je regarde les réseaux sociaux quand il y a des commentaires sur Pôle emploi et ça me fait mal, j'allais dire, puisqu'il y a des choses, quand je vois ce qui est dit, ça me gêne en tant que directeur régional, ça me gêne surtout aussi pour les collègues, parce que moi je vois le travail qui est fait. Après, il ne faut pas cacher les yeux, c'est-à-dire qu'il faut savoir le regarder. Il faut savoir le regarder en face, il faut savoir échanger avec les demandeurs d'emploi et se dire comment on s'améliore encore. Et donc moi, mon enjeu, il est là aussi, comment on s'améliore encore. Et donc, le tort, il est du côté du demandeur ou des conseillers? Mais il n'y a pas de tort. Quelqu'un qui arrive énervé. La mésentente, on va dire. Non, mais quelqu'un qui arrive énervé parce qu'il est au chômage, il n'a pas tort. Et le conseiller qui va dire un mot parfois qui ne correspond pas à ce qu'attend le demandeur d'emploi, il n'a pas tort non plus. Après, je ne parle pas des agressions. Parce que les agressions, c'est inadmissible. Un conseiller de Pôle emploi, il n'a pas à se faire insulter, il n'a pas à se faire agresser. C'est clair. Alors, le chômage des femmes. Alors, en Guadeloupe, quand on regarde la courbe, on a le sentiment, et ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une réalité, que les femmes souffrent plus du chômage que les hommes. Comment ça s'explique? C'est historique, c'est sociologique? C'est historique, non, c'est pas sociologique, c'est historique et ça vaut dans toutes les régions de France. Même en France, c'est pareil? Oui, même en France, c'est pareil. On a un chômage des femmes qui est en difficulté. On a deux axes d'action sur ce sujet-là. Le premier axe, c'est la féminisation des emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des emplois qui, effectivement, peuvent être faits par les femmes sans aucun problème. Donc, il faut travailler sur ça. On a passé d'ailleurs un partenariat avec un magazine féminin qui est sorti en Guadeloupe, justement pour développer ça. Le deuxième axe, c'est l'égalité professionnelle. Donc, nous, on y travaille en interne, mais aussi comment on valorise en externe. La non-discrimination aussi, c'est-à-dire quand un employeur dépose une offre, faire en sorte qu'elle soit non discriminante pour les femmes. Et après, comment on valorise aussi leurs compétences. Comment on fait en sorte aujourd'hui de valoriser? Parce qu'à salaire égal, quelquefois, la femme ne gagne pas autant que l'homme. Ça, c'est l'égalité professionnelle. C'est la France. Il y a des pays où c'est différent. Il y a des ça ne change pas, il y a des axes forts. Il y a des axes... Oh, si, ça change quand même. Ça change quand même. Enfin, moi, je connais des entreprises où ça change. Après, est-ce que ça change assez? J'ai pas assez de vision de toutes les entreprises en Guadeloupe pour savoir ça. Mais c'est un travail qu'il faut mener. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est acquis.
C'est-à-dire que toutes les entreprises travaillent sur ce volet-là. Après, il faut effectivement, encore une fois, c'est l'exemple qui m'intéresse, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, en Guadeloupe, dans le comité de direction, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc ça, c'est du concret. Et il n'y a pas de... Au Pôle emploi, par exemple, sur les 600 salariés du Pôle emploi. Globalement, sur les 600 salariés, il y a plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Oui. Après, aujourd'hui, nous, on a un principe d'évolution qui est bien évidemment pas lié au sexe. Oui. Alors, avant de parler de Saint-Martin, je voulais quand même revenir avec vous sur le fonctionnement du Pôle emploi, parce que quelquefois, j'entends des gens dire un employeur, on poste une demande d'emploi et puis c'est plus limité à la Guadeloupe, c'est limité à la France totale, ce qui fait résultat, on a autant de demandeurs d'emploi extérieurs à la Guadeloupe, de France, de Navarre, comme on dit, que le Guadeloupe. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il faudrait circonscrire un peu? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui, je sais. Mais donc je vais amener plusieurs réponses. La première, c'est qu'en fait aujourd'hui, la première chose, on a 35 collègues en Guadeloupe qui ne s'occupent que des entreprises. C'est pas vieux, ça a 1 an. Hein. Oui. Ces 35 collègues, je parlais tout à l'heure de discrimination, effectivement, ils recueillent les offres d'emploi, mais aujourd'hui, l'offre de services pour les entreprises en Guadeloupe est très variable. Ça peut être simplement un dépôt d'offres sur le site pôle emploi.fr, ça peut être un accompagnement, ça peut être un pré-recrutement. Donc on est en capacité de faire l'ensemble de ces offres-là. Donc après aujourd'hui, globalement, par rapport à ça, comment on fait pour une offre? Vous savez, l'enjeu c'est quoi? C'est qu'un demandeur d'emploi ait les compétences pour l'entreprise. Donc si effectivement en Guadeloupe il n'y a pas de demandeur d'emploi qui a les compétences, l'employeur de lui-même va dire élargissez et on élargit à la France. D'accord. Mais c'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Pour autant, encore une fois, parlons de compétences et faisons en sorte que les demandeurs d'emploi guadeloupéens aient les compétences nécessaires et demandées par les entreprises de Guadeloupe. 12h51, on va prendre la pause puis on va retrouver Stéphane Jules pour la suite de cet entretien. Tout de suite après la pub, il est seulement 12h52 maintenant et on se retrouve dans 5 minutes à peu près. Voilà, c'est parti pour le 12h57, 12h57, qu'est-ce que je raconte là? Pour le ZCL, il est 12h57, on est un petit peu en avance et Mendy va se moquer et va rigoler un petit peu. Il faut se lâcher un petit peu, Mendy. Allez, les titres, on va devenir au sérieux, les titres. Un petit rappel des titres avant de passer au premier sujet. Je vous le disais, par décision donc du 5 octobre, la direction donc de l'EFS a décidé l'externalisation imminente du plateau technique de qualification biologique du don. Évidemment, le syndicat UTS-UGTG s'est donc réuni concernant cette décision. Et puis nous verrons également l'atelier numérique organisé par la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Les professionnels hébergeurs, restaurateurs étaient donc invités à cet atelier. Et enfin, nous terminerons avec l'école élémentaire de Grand Camp qui a organisé une journée porte ouverte Erasmus Plus Days. C'est donc une matinée à l'occasion des 30 ans du programme. Et tout de suite, avant de parler donc de l'EFS, nous partirons du côté de Cap Excellence puisque ce matin, le président, M. Éric Jalton, accueillait une délégation. Nous avons pris plaisir à recevoir composée de 15 hauts fonctionnaires haïtiens du comité interministériel d'aménagement du territoire et également du programme d'appui interinstitutionnel aux fonctions urbaines. Un retour tout de suite en image avec ce reportage signé Michel Héraclide. Notre premier motif de satisfaction, c'est déjà l'affluence, puisqu'on est en début de semaine, un jour de pleine semaine, un soir, organiser une rencontre avec des opérateurs ou des administrés tout simplement, c'est pas évident. Donc en termes d'affluence, on est plutôt satisfait. Ensuite, la participation au sein de cet atelier a été vraiment très riche. On a eu beaucoup de propositions, beaucoup d'échanges. Les gens ont parlé de leur réalité, de leurs contraintes, de leurs espoirs, de comment ils se positionnent sur le marché touristique, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais soit pour mettre en œuvre un site internet, soit pour le faire vivre, soit pour le référencer, soit les coûts que peuvent
leur exposer par exemple des problématiques de commission, des problématiques de référencement, de choix des outils. Et donc on a senti vraiment, au-delà de l'appétence de ces opérateurs économiques pour le champ du numérique, des problématiques auxquelles on peut apporter des solutions pour peu qu'on se mette ensemble. Et comme le disait Mme Makiaba à un moment, qu'on mette de côté un peu les machines pour travailler entre humains, pour voir quelles sont nos problématiques respectives et comment on peut chacun les uns les autres porter ensemble, co-construire des politiques publiques qui soient les plus efficaces possibles. Alors Karaoke Ranland, c'est un parc de loisirs multithématique. En termes de numérique, nous avons mis en place un site internet qui permet aussi de réserver en ligne. On a également une page Facebook, voilà, au niveau des réseaux sociaux. Et en termes de communication numérique, on fait régulièrement des mailings auprès de nos clients. Alors oui, le site internet est très important parce que déjà c'est la première image, la première vitrine de l'entreprise. Donc du coup ça permet aux clients d'avoir un premier aperçu de ce qu'on propose et de ce à quoi ressemble le parc. Mais il est important également d'être référencé parce que un client, un touriste qui arrive et qui ne connaîtrait pas notre parc de loisirs, c'est le référencement internet qui permet aux touristes d'arriver sur notre site internet. Alors moi j'étais surtout venu pour écouter et pour apporter des réponses, puisque moi je propose un outil, je ne suis pas demandeur, mais je propose quelque chose qui peut répondre à un certain nombre de questions. Et je pense que je suis parti sur la bonne direction parce que les questions qui ont été posées, je peux y répondre. Par exemple, on a soulevé la question de la visibilité des sites internet. Alors, la plupart des acteurs locaux vont effectivement prendre le temps de concevoir un site internet et de le mettre en ligne. Maintenant, une fois qu'il est en ligne, il faut qu'il soit visible. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Alors moi, j'apporte des solutions à cette problématique et j'apporte aussi un outil de réservation et de paiement. Donc, j'étais plutôt ici en tant que facilitateur plutôt que du point de vue des questions, des interrogations. Donc j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, on continue notre entretien avec M. Stéphane Jules, qui est directeur du Pôle emploi. Et là, on va parler un peu de Saint-Martin, puisque la situation est assez complexe au lendemain d'Irma. Comment le Pôle emploi a subi ce cyclone d'abord ? Comme tout le monde, difficilement, parce qu'on a 31 agents qui sont là-bas, donc ça a été difficile, comme tous les habitants de Saint-Martin, pour Pôle emploi, au niveau des collègues, avec la priorité qui a été de rapatrier certains collègues, puisqu'il y a la moitié des collègues qui sont rentrés d'abord en Guadeloupe, et l'autre moitié qui est restée sur place. Et ils ont repris déjà le travail ? Alors l'agence a réouvert maintenant depuis plus de 3 semaines, donc effectivement ça fait un certain temps qu'on a réouvert avec des horaires adaptés. On a eu la chance que le bâtiment de Pôle emploi ne soit pas trop abîmé, il résistait, il y a quelques dégâts mais qui ont permis quand même d'ouvrir l'agence. On a adapté les horaires puisque d'habitude c'est ouvert 35 heures ou 32 heures, là c'est ouvert tous les matins de la semaine, donc ça permet de recevoir les demandeurs d'emploi puisque effectivement c'est quand même l'enjeu. On a eu d'autres mesures aussi d'urgence pour les demandeurs d'emploi à Saint-Martin puisque le lendemain de la catastrophe, on a en fait actualisé tous les demandeurs d'emploi et indemnisé les demandeurs d'emploi qui avaient des droits automatiquement sans qu'ils aient à le faire. Ça a permis d'éviter qu'il y ait d'autres problèmes qui viennent se greffer dessus. Et le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté à Saint-Martin au lendemain de l'ouragan, j'imagine? Alors, Saint-Martin, c'est 6 000 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Le taux de chômage de combien à peu près par rapport à la Guadeloupe? C'est pratiquement pareil. Ça varie entre 20 et 23%. Donc c'est à peu près le même taux de chômage. Donc nombre de demandeurs d'emploi déjà élevé. Les prévisions, j'allais dire, pouvaient laisser penser qu'on pouvait doubler, passer à 12 000 demandeurs d'emploi. Ce qui se passe, c'est que vous savez qu'il y a le chômage partiel qui s'est mis en place. Donc aujourd'hui, il y a 4 000 personnes qui se sont mises en chômage partiel. Au-delà des 6 000, c'est-à-dire on est à 10 000 alors? Oui, mais ils ne sont pas demandeurs d'emploi quand ils sont en chômage partiel. D'accord. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne se sont pas inscrits en Pôle emploi. Donc c'est vrai que la charge augmente. On a mis beaucoup de procédures simplifiées en place, des attestations employeurs simplifiées, enfin un accueil simplifié, tout ça, pour faire en sorte de fluidifier un maximum, de simplifier. Pour autant aujourd'hui, avec le chômage partiel, on n'a pas d'augmentation de charge énorme pour l'instant.
Oui. Et donc, on sait qu'à Saint-Martin, la situation des étrangers n'est pas toujours très claire. Est-ce qu'au niveau du Pôle emploi, ça a des répercussions chez vous? Bon, nous, vous savez, à Pôle emploi, on a une réglementation qui est la Convention d'assurance chômage qui est assez claire et stricte sur ce sujet, quoi. Donc, des personnes qui est étranger, à partir du moment où on a un permis de travailler, on peut l'inscrire comme demandeur d'emploi. Oui. Donc, on n'est pas la direction du travail, on n'a pas de sujet autour de ça. L'objectif, c'est d'inscrire tous les demandeurs d'emploi de Saint-Martin. Et là, c'est de faire en sorte aussi en parallèle, bien évidemment, de travailler sur les recrutements, parce qu'il y en a eu une semaine après la catastrophe, il commençait à avoir des recrutements, notamment sur tout ce qui est nettoyage. Oui. Donc, il fallait aussi qu'on puisse répondre sur place à cette demande des entreprises. Et vous êtes au courant du fait qu'il y a des patrons qui ont disparu? Ah ben bien sûr. Oui. C'est pour ça que je parlais d'attestation employeur simplifiée, oui. Parce qu'il y a des salariés qui se présentent à Pôle emploi qui n'ont plus rien, ou qui ont que des bulletins de salaire. Oui. Alors on a déjà eu, encore une fois, on a une réglementation à Pôle emploi qui permet ça déjà, parce que là c'est dans le cadre de la catastrophe, mais partout, en Guadeloupe ou en métropole, des fois il y a des entreprises qui ne donnent pas les documents aux salariés, oui. Donc Pôle emploi s'est doté de possibilités de le faire. Là on est allé au-delà, puisqu'effectivement on a créé des attestations employeurs où le demandeur d'emploi s'engage pour qu'il puisse être indemnisé avec moins de documents que ce qu'il est nécessaire habituellement. Sur le dernier chapitre qu'on va aborder, c'est celui de l'emploi des jeunes. On a parlé de l'emploi des femmes en Guadeloupe où il y a aussi des difficultés, mais si les jeunes, l'autre chiffre donné quelquefois est de 53%, est-ce que vous le confirmez ou bien oui, c'est bien ça? Ouais, plus de 50% des jeunes. Et ça ne change pas? Ça ne change pas. Alors ça a un peu baissé, oui. Parce qu'effectivement on a 6 000 jeunes inscrits en Guadeloupe comme demandeurs d'emploi. Le moins de 25 ans, c'est ça à peu près. C'est ça. Après, je parlais tout à l'heure du pacte pour l'emploi des jeunes qui a été réalisé. C'est 1500 jeunes qui ont trouvé un emploi. Oui. Après, effectivement, il y a des actions à mener. Le pacte a marché. Donc ça veut dire que quand on fait des choses, tout à l'heure j'ai parlé d'innovation, le pacte pour l'emploi des jeunes a fonctionné, donc il faut le dire quand même. C'est oui. Tous les partenaires, MEDEF, Conseil régional, Conseil départemental, État, Pôle emploi. Oui. Donc c'est quelque chose qui a marché en Guadeloupe, donc il faut s'en inspirer pour faire des nouvelles innovations. Ça veut dire aussi qu'il faut des actions spécifiques. Me semble-t-il, la première action qui a à faire avec les jeunes, c'est de leur donner de la visibilité sur les secteurs qui recrutent, de leur donner confiance, leur donner de l'optimisme. On travaille beaucoup avec le RSMA aussi, c'est des jeunes qui sont loin de l'emploi. Aujourd'hui, il y a 1000 jeunes qui sont accompagnés par un conseiller Pôle emploi qui travaille sur place. Donc là aussi, il faut travailler, proposer de nouvelles solutions. Maintenant, je veux quand même, souvent on parle de l'emploi des jeunes, de l'emploi des seniors, je rappelle quand même que le nombre de demandeurs d'emploi le plus élevé, c'est les 25-49 ans. 25 ans. D'accord, donc il faut pas, effectivement il y a des chômages qui augmentent, le chômage des seniors a augmenté, donc il faut faire des actions. Mais c'est pareil, tout à l'heure on parlait de solutions pour l'emploi, attention de ne pas nous focaliser sur une seule population et agir pour tout le monde. Et l'offre de service de Pôle emploi, elle est faite comme cela, puisqu'en fait, la clé d'entrée, c'est l'autonomie face à la recherche d'emploi. Donc effectivement, il faut proposer, pour les seniors, on fait aussi des valorisations d'expérience, on fait des ateliers, mais moi je ne veux pas oublier que les 25-49 ans, c'est quand même ceux qui sont le plus au chômage aujourd'hui en Guadeloupe. Voilà. C'est vrai que les jeunes, c'est l'avenir et qu'il faut y travailler, mais il y a des solutions et on va en trouver d'autres. Mais tout à l'heure, on parlait de la population vieillissante. Aujourd'hui, toujours avec l'échange avec les 4 députés, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que les jeunes restent en Guadeloupe ? Au niveau universitaire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir une université numérique en Guadeloupe ? Bonne question. Qui aurait des partenariats avec l'université de Bordeaux et où les jeunes suivraient les cours à distance, enfin j'en sais rien. Il faut proposer autre chose. Parce qu'un jeune qui va partir travailler à Bordeaux, il va commencer à faire sa vie là-bas, est-ce que c'est pas plus compliqué de le faire revenir ? Alors, après, il y a des Guadeloupéens qui reviennent entre 30 et 40 ans, plus facilement. Mais justement, entre 20 et 30 ans, là où les jeunes créent, etc., est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'ils restent sur place ? Ou du moins, qu'on ait quelque chose pour les faire revenir. Est-ce qu'on ne peut pas passer des partenariats avec les entreprises en disant, tu vas te former à Bordeaux, et tu reviens. Et quand tu reviens, tu as déjà ton poste là, parce que moi j'ai besoin de ta compétence. Donc c'est ces sujets-là. Et là, vraiment, il faut proposer autre chose. Oui, le Pôle emploi agit en ce sens ? Alors, c'est pas dans nos missions premières. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la Guadeloupe. Donc, toutes les solutions qui peuvent faire avancer les choses, ça m'intéresse. Alors, 2 petits mots et on va terminer là-dessus, vraiment, sur les contrats aidés, puisqu'on en a beaucoup parlé il y a 1 semaine, 2 semaines. On a vu des réunions entre élus, préfets, etc. Il y a la parole du gouvernement qu'on ne comprenait pas, c'est un petit peu flou. Où en est-on réellement les points du problème des contrats aidés ? Je parle de chez vous, Pôle emploi.
Alors, voilà, j'allais répondre où on en est réellement. Enfin, comme vous l'avez dit, c'est entre les élus et l'État. Je rappelle que Pôle emploi est prescripteur des contrats aidés. Oui. C'est-à-dire l'État nous dit il y a du budget, on prescrit, l'État nous dit il n'y a plus de budget, on ne prescrit pas. Aujourd'hui, on est en attente, comme tout le monde, de la décision sur ce sujet. La décision n'est pas actée? La décision finale n'est pas actée. Enfin, ce que demandent les élus aujourd'hui, nous, on l'attend. Oui. Effectivement, on travaille sur ce sujet-là avec monsieur le préfet et la DIECT. Oui. Et nous, dès qu'on aura le feu vert de lancement des contrats aidés, on ne les a pas forcément arrêtés, puisqu'il y a eu toujours un maintien de certains contrats aidés. Les discussions sont plus sur le nombre de contrats aidés. D'accord. Donc pour avoir une vision définitive sur le nombre, nous on attend qu'effectivement, en tant que prescripteur, on nous donne le nombre, tout simplement. Oui. C'est dans les tuyaux ou pas? Je ne sais pas vous dire, et c'est pas, encore une fois, ça c'est pas mon rôle. Oui, c'est dans les tuyaux, bien évidemment, puisque aujourd'hui il y a eu un travail qui a été effectué sur le sujet. Nous on est en contact, parce que les élus nous appellent aussi, bien évidemment. Moi je suis en contact avec les élus, je suis en contact avec le président de l'association des maires aussi, pour savoir comment on peut les aider. Pour autant aujourd'hui, c'est vrai qu'on attend le chiffre exact pour dire voilà ce qu'on peut faire. On a un travail très étroit avec la DIECT sur ce sujet, parce qu'on travaille, j'allais dire de concert, c'est même plus que de concert, c'est un binôme sur le sujet, pour savoir aussi dans quel cas effectivement, par exemple le renouvellement d'un contrat aidé est le plus efficient. Je rappelle quand même que les contrats aidés, au bout du bout, c'est faire en sorte une réinsertion dans l'emploi. Un vrai emploi. Il y a combien de contrats aidés en Guadeloupe enfin, aujourd'hui, globalement, dépendant de vous, en tant que prescripteur? Oui, alors aujourd'hui en Guadeloupe c'est assez variable, donc c'est compliqué de vous donner les derniers chiffres, parce que justement c'est là où la négociation est en cours. L'an dernier on en a eu un certain nombre. Vous savez qu'il y a deux types de contrats aidés. Il y a des contrats aidés pour les associations et les collectivités locales ou territoriales, et il y a les contrats aidés pour le privé, pour les entreprises privées. Donc l'an dernier, quand je vous parlais de 1500, alors c'est sur les 2 années, mais de 1500 contrats aidés pour les entreprises privées, donc on a dépassé. Là on était à 600 et 600 pour les entreprises privées, on a dépassé les 1000 pour les autres, pour les collectivités, les associations. Donc on est sur des volumes quand même élevés en Guadeloupe. Après, je me garde bien de participer aux discussions, parce que comme vous l'avez dit, c'est des discussions politiques, donc nous on n'est pas dans ce... Vous avez quand même un mot à dire là-dessus quand même? Non. Non, rien? Non. Vous attendez simplement que ça arrive? On a Pôle emploi, vous savez, c'est une mission de service public, et c'est un organisme de droit privé. Donc on a une totale liberté, j'allais dire, sur notre offre de service par rapport à une convention tripartite que l'on passe. Après, il y a la mise en place des politiques de l'emploi, le gouvernement les décide, Pôle emploi les met en œuvre. Donc j'ai effectivement pas mon mot à dire, et c'est pas mon rôle, c'est pas le rôle de Pôle emploi de dire est-ce qu'il faut plus ou moins de contrats aidés. On nous consulte parce qu'effectivement on est en contact directement avec les entreprises, mais c'est pas notre rôle de participer au débat qui est actuellement. Ça veut dire que quand le feu vert sera arrivé, c'est pas vous qui l'annoncerez, c'est... Tout à fait. C'est politique. Nous on mettra en œuvre. D'accord. En tout cas, on dit tout à l'heure pragmatisme et action. J'ai bien noté. En tout cas, on vous remercie M. Stéphane Jules d'être venu chez nous aujourd'hui, et puis on prend rendez-vous à la fin de l'année pour faire un bilan. Avec plaisir. Dans le mois de décembre. Avec plaisir. Voilà, il est 13h12. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Avec le premier sujet est prêt, enfin, oui, ça y est. Effectivement, je vous le disais en titre, par décision du 5 octobre, la direction... Il n'est pas prêt ce sujet, me dit-on. Il n'est pas prêt. Non. Il n'est pas prêt. On va continuer avec l'atelier numérique. Oui. Je vous le disais en titre, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant invitait les hébergeurs, les restaurateurs ou encore les prestataires du tourisme qui souhaitent donc dynamiser leur activité à échanger et partager donc leur expérience afin donc de mettre en place une offre de services et d'accompagnement au plus près des besoins des professionnels du tourisme du territoire. Un atelier numérique donc qui avait lieu hier à l'hôtel de ville du Gosier. Des images signées Chris Limani. Notre premier motif de satisfaction, c'est déjà l'affluence, puisqu'on est en début de semaine, un jour de pleine semaine, un soir, organiser une rencontre avec des opérateurs ou des administrés tout simplement, c'est pas évident. Donc en termes d'affluence, on est plutôt satisfait. Ensuite, la participation au sein de cet atelier a été vraiment très riche. On a eu beaucoup de propositions, beaucoup d'échanges. Les gens ont parlé de leur réalité, de leurs contraintes, de leurs espoirs, de comment ils se positionnent sur le marché touristique, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais soit pour mettre en œuvre un site internet, soit pour le faire vivre, soit pour le référencer, soit les coûts que peuvent leur
exposé par exemple des problématiques de commission, des problématiques de référencement, de choix des outils. Et donc on a senti vraiment, au-delà de l'appétence de ces opérateurs économiques pour le champ du numérique, des problématiques auxquelles on peut apporter des solutions pour peu qu'on se mette ensemble. Et comme le disait Mme Makiaba à un moment, qu'on mette de côté un peu les machines pour travailler entre humains, pour voir quelles sont nos problématiques respectives et comment on peut chacun les uns les autres porter ensemble, co-construire des politiques publiques qui soient les plus efficaces possibles. Alors Karaoke Island, c'est un parc de loisirs multithématique. En termes de numérique, nous avons mis en place un site internet qui permet aussi de réserver en ligne. On a également une page Facebook, voilà, au niveau des réseaux sociaux. Et en termes de communication numérique, on fait régulièrement des mailings auprès de nos clients. Alors oui, le site internet est très important parce que déjà c'est la première image, la première vitrine de l'entreprise. Donc du coup ça permet aux clients d'avoir un premier aperçu de ce qu'on propose et de ce à quoi ressemble le parc. Mais il est important également d'être référencé parce que un client, un touriste qui arrive et qui ne connaîtrait pas notre parc de loisirs, c'est le référencement internet qui permet aux touristes d'arriver sur notre site internet. Alors moi j'étais surtout venu pour écouter et pour apporter des réponses, puisque moi je propose un outil, je ne suis pas demandeur, mais je propose quelque chose qui peut répondre à un certain nombre de questions. Et je pense que je suis parti sur la bonne direction parce que les questions qui ont été posées, je peux y répondre. Par exemple, on a soulevé la question de la visibilité des sites internet. Alors, la plupart des acteurs locaux vont effectivement prendre le temps de concevoir un site internet et de le mettre en ligne. Maintenant, une fois qu'il est en ligne, il faut qu'il soit visible. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Alors moi, j'apporte des solutions à cette problématique et j'apporte aussi un outil de réservation et de paiement. Donc, j'étais plutôt ici en tant que facilitateur plutôt que du point de vue des questions, des interrogations. Donc j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, 13h16 et on reçoit Madame Régine Delaney. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission de direction de la formation de la CCIG. Oui, on peut en parler tout à l'heure avec le Pôle emploi. La formation de la CCI, comment ça s'organise d'une manière générale avant de rentrer dans le vif du sujet? Alors, au niveau de la direction de la formation continue initiale, comme son nom l'indique, nous avons donc deux pôles. Le pôle pour la formation initiale avec l'école, la prépa, l'école préparatoire aux hautes études commerciales, qui est, on va dire, organisée par monsieur David Pasbeau. Et ensuite, nous avons aussi le centre de formation pour les apprentis, donc le CFA qui se trouve au World Trade Center et qui est dirigé par madame Ousselin, où nous avons effectivement plus de 300 apprentis sur des formations de commerce, sur les formations commerciales, études commerciales. Et toutes ces formations sont diplômantes? Tout à fait. Oui. Donc au CFA, nous sommes sur des formations diplômées en Bac+2 à la prépa, donc études préparatoires. Et nous avons surtout, ce qui est très important, le résultat. C'est-à-dire nous avons un taux de plus de 80-85% sur le CFA, avec aussi une insertion en entreprise pour les jeunes diplômés, les apprentis, les jeunes apprentis. Nous avons aussi en apprentis du Bac+3, donc nous avons des formations qui vont jusqu'à la licence et même normalement pour 2018 un master. Un master? Voilà. Il y a une évolution. Donc ça veut dire que vous êtes en train de commencer à former des cadres? Ah, tout à fait. Alors, pas commencé. Nous sommes sur la formation des cadres depuis des années au niveau du centre de formation. Le centre de formation, ça. Oui. Voilà, puisque de manière générale, comme je vous ai présenté donc la partie formation initiale, sur la partie formation continue, donc où j'interviens plus régulièrement, nous avons donc les formations de 3 niveaux: formation professionnalisante, formation certifiante et formation diplômante pour les cadres, les salariés, les demandeurs d'emploi. Donc nous sommes sur cet axe-là aussi pour pouvoir, pour donner, je dirais, une réponse sur le territoire, développer les compétences des salariés.
Alors, tout à l'heure, je recevais M. Stéphane Jules, que vous devez connaître, directeur du Pôle emploi. Et il y a une constante, c'est que chez les jeunes, le nombre de demandeurs d'emploi est de 53%. Alors, est-ce que ces jeunes-là viennent frapper à votre porte, ou bien est-ce que, comme on le dit de plus en plus, ils s'exportent vers d'autres pays? Nous avons les deux phénomènes. Nous avons effectivement des jeunes qui viennent se renseigner, puisque nous, dans mon rôle, conseiller formation, et nous avons aussi, j'ai une collègue, Madame Konsomo Diaté, qui est en charge de l'orientation. Donc nous avons cette responsabilité, cette mission de pouvoir donner des informations d'orientation, de formation aux jeunes. Donc effectivement, nous rencontrons des jeunes à qui nous pouvons, pour lesquels nous avons une réponse, notamment soit sur l'école de la prépa, soit sur la formation au CFA, donc en apprentissage, ou encore une formation professionnalisante, puisqu'il y en a beaucoup aussi qui, n'ayant pas de solution d'emploi, créent leur emploi. Oui, on le disait tout à l'heure. Oui. Voilà, donc nous pouvons répondre à leurs demandes pour les accompagner, les aider et les former à devenir des futurs entrepreneurs. Donc c'est pour cela que nous avons aussi donc des fois des demandes où nous ne pouvons pas répondre sur le territoire de manière globale, que ce soit en centre de formation ou par rapport à l'éducation nationale. Et ces jeunes sont obligés sur des formations très spécifiques quand même. Ces jeunes sont obligés de partir, mais ce n'est pas, je dirais à mon sens, bien grave. Au contraire. C'est pas bien grave. S'ils reviennent, c'est pas bien grave, parce que le plus souvent ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Mais ça fait partie de l'échange. Ça fait partie de l'échange, du développement de compétences et du développement de la personne aussi. Donc quand je dis que c'est pas bien grave, je veux dire que c'est une bonne chose aussi de pouvoir partir, de s'exporter, de découvrir le monde et de revenir. Et de revenir, parce que le retour n'est pas toujours assuré. Il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont. Dans une population qui est vieillissante, vous le savez, et donc je pose la question, est-ce que la Guadeloupe ne va pas manquer de cadre dans le domaine du commerce d'ici quelques années? Pour l'instant, vu le nombre de jeunes qu'on forme, je pense que... Non, mais quand vous formez, mais est-ce qui reste Oui, comme je vous ai dit, il y a le taux d'insertion des jeunes apprentis diplômés est très très important chez nous, au niveau de notre CFA en tout cas, du CFA de la Chambre. Quelle offre de formation? Qu'est-ce que vous formez directement, concrètement? Alors, quelqu'un qui vous écoute aujourd'hui dit, bon d'accord, elle parle de formation, mais on veut savoir dans quel domaine particulier. Alors, au niveau de l'apprentissage? Oui, par exemple. Alors, sur l'apprentissage, nous sommes sur des formations responsables de la distribution, manager de la distribution, manager assistant de direction. D'accord. Nous avons des formations, nous avons la licence en comptabilité aussi. Et le master, comme je disais, il faudra consulter quand même Madame Mousselin, puisque c'est en cours. Ça sera sur le commerce international en tout cas. Voilà. Ça c'est au niveau de l'apprentissage. Au niveau de la formation continue, nous avons des formations professionnalisantes, comme je disais, pour même des entrepreneurs actuels qui veulent vraiment asseoir leur connaissances et leurs compétences sur la gestion de leur entreprise avec la formation gestion TPE-PME, outils de gestion, sur des formations réglementaires comme hygiène alimentaire, permis d'exploitation, puisque il y a une forte demande sur le territoire pour répondre à ces besoins en restauration. Nous avons les formations diplômantes sur le réseau des CCI, d'accord, donc parce que la Chambre de commerce bénéficie donc d'un réseau, le réseau national, qui travaille sur les formations. Donc, on peut commencer ici et continuer autre part, ou commencer ici et travailler? Alors, quand je dis le réseau des chambres, ça veut dire que les chambres mettent de concert leurs compétences pour analyser la demande globale au niveau national, et donc aussi, ce qui est important, nous aussi, ultramarins, nous sommes pris en compte sur la demande. Et je prends pour exemple un métier qui existe depuis des années, le métier d'équateur merchandiser, où aucun titre pour un salarié aujourd'hui n'existait. Grâce au réseau des chambres, le réseau des chambres a monté ce titre. Ils ont travaillé pour
rendre éligible au RNCP, le répertoire national de la certification professionnelle, puisque c'est très important de dire qu'on donne un titre, mais ce titre a une valeur, et pour justifier de sa valeur, il faut qu'il soit inscrit au RNCP. Donc nous avons tous les titres du réseau CCI Chambre inscrits au RNCP. Sur donc, les mêmes formations dont je parlais au CFA, puisqu'on bénéficie de ces formations en apprentissage et en formation continue. Donc tout ce qui est, comme je disais, responsable de la grande distribution, responsable d'un point d'hébergement ou de centre de restauration, voilà, donc dans cette liste globale. Et vous avez des formations qui vont démarrer très prochainement. Et il reste des places, m'a-t-on dit. Alors, tout à fait. Nous avons sur le troisième volet en formation continue les formations de haut niveau, l'excellence managériale. Oui. Alors, c'est quoi? Cette partie concerne effectivement les cadres. Oui. Nous sommes sur des formations Bac plus 4, Bac plus 5 avec de grandes écoles. Donc, alors, la CCI... Juste une précision. Oui. Quand vous dites Bac plus 4, Bac plus 5, ce sont des jeunes entrepreneurs ou des étudiants? C'est-à-dire, je veux dire, est-ce que quelqu'un qui a une entreprise qui a ce niveau-là, Bac plus 4, pourrait y accéder, ou simplement c'est un créateur d'entreprise ou un étudiant qui est en Bac plus 4? Alors, il peut y avoir plusieurs profils. Oui. Nous sommes quand même sur des formations pour des salariés, on va dire. Donc, on est en formation continue. Formation continue, ça signifie qu'on a quand même une expérience professionnelle, même à minima. D'accord? Puisque justement, cette pédagogie va s'appuyer sur l'expérience professionnelle. Oui. D'accord? Donc c'est bien pour ça que nous sommes sur des formations qu'on nomme excellence managériale, puisque nous sommes en partenariat avec de grandes écoles, donc le SCP Europe et l'ESSEC. Et aujourd'hui, justement, nous avons une formation en management opérationnel qui va démarrer, la 14e promotion, oui. Ce qui signifie que le partenariat, comme le nom l'indique, sur la 14e promotion, oui. C'est un partenariat qui existe depuis 2004. Ça démarre quand? Et ça démarre lundi matin. Donc, il reste combien de places? Ah ben nous pouvons y venir nous. Non, je veux dire, quelqu'un, un jeune ou un parent qui entend aujourd'hui cette offre. Il peut venir dès demain nous voir, et de toute façon nous faisons l'entretien, nous déterminons le profil, oui. Et nous voyons donc la formation, dans quel point elle correspond à son besoin. Dure combien de mois cette formation? C'est une formation qui est sur 14 mois. Donc vous avez effectivement 8 modules, oui. Qui sont dispensés par les professeurs de l'ESSEC. Marketing, communication, enfin j'ai vu un peu le... Oui, c'est tout le panel du manager, toute la boîte à outils du manager. Mais ce qui est important, c'est que les formateurs sont des formateurs, des professeurs ESSEC. Donc la formation est vraiment, la pédagogie est assurée par l'ESSEC, oui. Ce qui garantit le titre. Donc vous êtes diplômé ESSEC en Guadeloupe, vous êtes diplômé ESSEC au niveau international. Voilà. C'est le même diplôme que celui qui a fait manager opérationnel en Europe. C'est le même diplôme. D'accord. Donc il y a cette garantie, et surtout de pouvoir le faire intégralement sur le territoire. Donc un numéro de téléphone ou une adresse email, je ne sais pas comment. Alors vous pouvez consulter notre site internet guadeloupe.cci.fr, oui. Ou sinon effectivement nous appeler au 0590 93 76 57. Ou venir directement à la CCI. Oui, avec son CV. Avec son CV, voilà, oui, tout à fait. Et Madame Cornélie Grégoire se fera plaisir de vous recevoir et de vous donner l'intégralité des informations pour pouvoir intégrer cette formation de haut niveau, l'excellence managériale. On vous remercie, Madame Delany, d'être venue nous dire ça. J'espère que les jeunes cadres ou futurs cadres en tout cas se précipiteront à partir de lundi pour s'inscrire à ces formations. Ils peuvent. Qui me paraissent intéressantes. Il est 13h28, 2 minutes avant la pub. On y va? Oui, on va parler de l'école élémentaire de Grand Camp Parc qui a organisé une journée porte ouverte Erasmus+. C'était donc le 13 octobre à l'occasion des 30 ans du programme. Une manifestation à laquelle s'associent tous les porteurs de projets européens. Une occasion en tout cas pour l'école de faire une rétrospective des actions engagées dans le cadre de ce projet 2015-2018 et donc de témoigner également de l'impact de ce programme sur toute la communauté scolaire. Des images signées Olivier Félix et Olivier Moradel.
ce projet à la suite d'un appel justement de projet par Erasmus+, qui invitait les établissements à mettre en place des manifestations autour de l'ouverture européenne. Donc sur les 2 jours, le 13 et le 14 octobre. Et comme nous, justement, on souhaite impulser une dynamique dans cet établissement et mettre en place un projet, on a voulu réunir plein de partenaires qui ont déjà monté un projet pour en discuter, faire une rencontre autour de ça. Et au milieu de la rencontre, on propose aussi une représentation de nos élèves des options A, de qu'est-ce que le relationnel Guadeloupe-Europe. Ils ont tout de suite adhéré et dès le début de l'année, ils ont voulu mettre ça en place. Donc les élèves d'art ont préparé le décor du spectacle avec voilà, tout ce que ça leur a inspiré. Les élèves de théâtre surtout qui sont en train de représenter actuellement ont fait un travail formidable de complexité sur le relationnel insulaire guadeloupéen avec l'Europe. Il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Et également les élèves d'audiovisuel ont contribué et aussi il y a aussi l'option musique aussi qu'on va entendre tout à l'heure par l'intervention des enseignantes. C'était pas facile parce que c'est vrai que c'est une notion qui est très vaste. La notion de l'Europe, sommes-nous européens, l'espace Schengen, ce sont des choses qu'on entend beaucoup en information, mais en fait que les élèves maîtrisent peu. Donc quand je leur ai parlé pour la première fois de ce projet qui consistait à dire leur Europe à eux en tant que Caribéens, ils n'ont pas vraiment compris tout de suite où on allait. Mais ils m'ont fait des propositions. En fait, on était assis autour de la table en classe, ce sont des élèves que j'ai en classe de théâtre, ce sont des jeunes comédiens, débutants pour certains, très débutants, et je leur ai dit, mais dites-moi ce que c'est l'Europe pour vous. Et ils m'ont dit des mots, les mots sont passés, certains m'ont dit immigration, d'autres m'ont dit la mer, le pays, etc. Les mots ont fusé et le spectacle, j'ai commencé à l'écrire comme ça, à partir de mots tout simples et de propositions concrètes que me faisaient les élèves. Après, les choses ont pris forme, c'est-à-dire, après, je leur ai dit, oui, mais pour vous, c'est quoi? Donc, ils ont commencé à imaginer ce que c'est. L'Europe a pensé, bien sûr, avec ce qu'ils apprennent en cours, parce qu'on leur apprend des choses sur l'Europe, les professeurs d'histoire géo, etc., leur expliquent. On a commencé à écrire la chose et ils m'ont dit surtout, on aimerait dire ce que nous, jeunes Guadeloupéens, on est dans cette Europe. Et ils ont proposé pour les premiers, qui sont les 50 nuances de théâtre, c'est leur nom. Ils ont proposé leur Europe un peu joyeuse et qui s'amuse, etc. Ils sont contents d'être des jeunes Européens. Le théâtre, déjà, ça m'attire beaucoup. Et que parler sur l'Europe, c'est pas quelque chose de délicat, mais c'est quelque chose qui est assez précis. C'est surtout, ça nous concerne beaucoup aussi, parce que aux actualités, on voit les migrants, mais aussi on fait partie un peu de l'Europe, ce qui est Guadeloupe, c'est notre culture un peu. Et ça m'a motivé, ça m'a poussé. Surtout que jouer une pièce de théâtre, c'est pas facile, mais ça permet d'être libre, de se libérer et de jouer. Le Z-Ciel qui est en direct donc sur C10FM, la 103 et également la 89.8 RHT Guadeloupe. On se retrouve tout à l'heure après une courte page de publicité. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du Z-Ciel en direct de Canal 10 FM. On va m'appeler sur le 103, c'est ça, Mundi? C'est ça. Et sur le RHT, qui est le 89.8. Alors, on a le choix entre l'histoire de la cafetière ou la fin du journal. La fin du journal, j'ai fait pile face. Hein. Mais non, ouais, en général, c'est quand on a mangé, on prend un café. N'est-ce pas? Oui. Donc, on finit le journal. On finit on va te laisser manger et tu prendras le café avec nous. On mange l'info et ensuite on prend un petit café. Oui, d'accord. C'est tellement logique que je ne peux pas dire non. Je veux pas officier. J'ai bien compris. Ça veut dire qu'elle a faim, au fond. Oui, elle a raison. Oui, moi aussi. Allez, on termine avec l'Union syndicale UTS UGTG. Je vous le disais, par décision du 5 octobre, la direction de l'EFS a donc annoncé l'externalisation imminente du plateau technique de qualification biologique du don. Autrement dit, les examens biologiques seront désormais faits en France. Le syndicat ne compte pas accepter ce diktat et ils se sont donc réunis ce matin dans les jardins donc de l'EFS Guadeloupe. On les écoute au micro de Chris Kevimanier. Eh bien, là, nous venons dénoncer en fait que nous avons fait un projet où nous avons externalisé la qualification du don, c'est-à-dire que les prélèvements que nous avons fait avant de faire les transfusions,
il y a besoin de fait en France et qu'il faut nous attendre les résultats de la France avant nous faire transfusion patient. Message quoi vous voyez Message là simple, hein, il est clair. Hein. Quand nous a dit, il n'est pas question qu'après tant d'années de combat, hein, parce que ça a fait 19 années de cela, nous goumons pour nous on est fait de plein exercice, où les camarades restaient 61 jours en grève en 98 pour nous tenir en établissement, pour nous répondre aux besoins de la population, nous, parce que nous savons que le besoin est important, compte tenu de pathologies qui existent dans le pays là, compte tenu de côté accidentologique aussi que et Guadeloupe ni avait dépendance, hein, nous ne pas oublier les îles environnantes. Compte tenu de tout cela, nous goumons pour que nous en établissement de plein exercice. Et tous les 8 ans, tous les 9 ans, nous rendons compte qu'il y a des projets, il y a refaire des projets de coopération, de fusion, de tout ça pour permettre que nous perdons maîtrise et dépendance en nous vis-à-vis de sang. Nous avons en prise en charge les patients. Qui est en train d'être mis en place concernant l'organisation de la transfusion sanguine en Guadeloupe, qui consiste à délocaliser les examens de laboratoire que l'on fait sur les donneurs de sang avec les échantillons prélevés pour qualifier le don du sang. Et en fait, c'est un projet qui n'est pas présenté au comité d'établissement Guadeloupe et qui est discuté directement au comité central d'établissement en France, où l'ensemble du personnel a déjà subi la concentration des plateaux techniques et qui sont, je dirais, acquis à la cause de la concentration et qui comprendront pas pourquoi nous en Guadeloupe nous sommes une poche de résistance contre cette hyperconcentration. Ça a des répercussions sur l'organisation bien sûr du prélèvement, de la qualification et de la mise à disposition du sang, mais ça a des répercussions sur la qualité des soins même que nous donnons à nos patients. Et en bref, notez qu'en ce moment même se déroule le Vélodrome de Gourdeliane, le premier forum régional handicap-emploi organisé donc par le conseil régional. L'objectif est donc l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Et à suivre demain, les membres de la CCIG seront donc amenés à élire à nouveau le nouveau président et son bureau. Affaire à suivre de près. Je pense qu'on aura donc des nouvelles d'ici demain dans l'édition. Oui, il ne faut surtout pas faire son agapé. Hein. Tout à fait, Daniel, qui on termine avec une bonne nouvelle. Donc après le passage de l'onde tropicale, retour à un temps plus sec. Dans une analysée soutenue, arrivée d'une brume de poussière d'origine syrienne, mais en tout cas, nous sommes revenus en vigilance. Je le savais. Retour au vert. Vous êtes en vert. La couleur. Voilà, exactement, on avait tout prévu. Elle était en jaune, c'était pour hier. Bon, voilà. Alors, on va parler de café. Tout de suite, on va voir le générique avant de saluer Justine qui est déjà là. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10 et aux auditeurs de la RHT. Et de Canal 10 FM aussi. Et de Canal 10 FM. 103 FM. 103 FM comme dit Danick. Donc aujourd'hui, nous allons entamer le dernier volet du café. J'avais commencé avec le café, ensuite les moulins à café. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler de la cafetière. D'accord. L'histoire de la cafetière. Il n'y a pas le sucre derrière, non? Ah non. Donc la cafetière, comme j'avais dit, est apparue en France au XVIIe siècle. Ça a eu un engouement pas possible. Mais comment on consommait le café? À l'époque, on consommait le café à la turque, c'est-à-dire qu'on faisait bouillir le café. Donc c'était une certaine méthode. Ensuite, les gens ont eu un peu ras-le-bol de ça. Ils ont commencé à le faire infuser. C'est ce qu'on appelle le café chorol, hein, créole.
un chololo. Ouais, un café. Dépend de la quantité qu'on met, il y a pas de chololo qui ça des fois. Il faut s'étonner, même si quand il y a chololo, il y a beaucoup de caféine, parce que plus l'eau reste en contact avec le café, plus la caféine. Même si le café est clair, il faut se tromper. D'accord. Et les Américains, à l'époque, 1950, ils aimaient beaucoup ce type de café. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, on a fait infuser le café au XVIIe siècle, XVIIIe, et à l'aide d'une chaussette. Peut-être qu'on appelle ça aussi le jus de chaussette, mais ça vient de là aussi. Et je reviendrai pourquoi sur la chaussette tout à l'heure. Et c'est au XIXe siècle qu'un archevêque, Jean-Baptiste Bellois, a inventé le premier système de percolation ainsi que la première cafetière. La première cafetière, on s'en souvient, elle est à l'image de la cafetière de nos grands-mères qu'on connaît un peu, qu'elle faisait causer. Cette image-là, le grec, j'en parlerai tout à l'heure aussi. Et bien ce monsieur Jean-Baptiste Bellois, il a appelé sa cafetière la du Bellois ou la des Bellois. Mais il faut savoir qu'un cafetier, une cafetière à l'époque, c'était une personne qui tenait un café, qui tenait le café du XVIIe siècle. C'était aussi le pot ou la couche qui contenait le café, mais plus de manière non conventionnelle, on appelait aussi la cafetière les femmes de mauvaise vie qu'on payait pour leur service. Ça, c'était juste une parenthèse, encore une fois, pour pouvoir parler de la cafetière et de tout ce qu'elle a amené en Europe comme image. Donc, je parlais du grec tout à l'heure de nos grands-mères. C'était la cafetière longtemps. On en a eu en émaillé, en tôle émaillée, on en a eu en aluminium. Et on mettait le café dans la partie haute et on faisait couler l'eau tout doucement dessus. Et le café sortait. Voilà, et ce système, c'était la lixiviation. C'était vraiment le début, et c'est grâce à monsieur Di Bellois, parce qu'il y avait cet engouement de café, donc lui, il voulait déguster son café autrement qu'à la turque ou en infusion. Donc voilà, on voit une cafetière émaillée. Je pense qu'il y a des personnes qui ont encore ce genre de... Voilà le grec. C'est ça le grec? Oui, le grec, la fameuse cafetière de nos grands-mères. Ça existe toujours, ça? Mais oui, ça existe encore. Si on va chez mamie ou enfin d'autres personnes les gardent précieusement, on en trouve encore dans les vides-greniers, mais vraiment c'est une cafetière qui remonte au 19e siècle, ce type de café. Et c'est ce qui permet de faire le meilleur café? C'est quand même meilleur. Tout dépend des puristes. Il y a des personnes qui aiment le café en lixivation, en percolation comme ça. Et même les machines électriques ont repris ce système. Il y en a d'autres qui aiment à la turque faire bouillir leur café. Il y en a d'autres qui aiment en infuser. L'infuser comme à l'époque. Et celles qui s'infusent, c'est avec les cafetières à piston. Donc tout dépend des goûts. Tout dépend aussi de comment on apprécie son café. D'accord. Mais c'est vrai que nos grands-mères nous ont laissé cet héritage de vraiment le petit café après l'avoir moulé le matin. Donc grillé, moulé, le petit café comme ça, bien serré. Les premiers, c'était bien serré. Et ensuite, ils faisaient couler pour avoir un peu d'eau de café pour les enfants. Donc c'était un peu cette histoire-là qu'il y avait autour de ce grec. Mais pourquoi ça s'appelle grec? C'est pas déjà, ça vient pas de Grèce déjà. Ah d'accord. Et non, on appelle grec. Pourquoi? Parce que ça vient d'une petite ville de Bretagne. Et cette ville, Groix. G-R-O. Ah, c'est une île, ça. L'île de Groix ou l'âge de la Bretagne, oui. Voilà, et ces personnes étaient fort amatrices de café. Tant et si bien qu'ils avaient même leur café, leur grec, dans leur bateau, bien en exposition. Et donc, c'est de là qu'est parti ce mot, sachant que ce sont des marins, qui sont venus aux îles, d'ailleurs, aux Antilles, comme à La Réunion, comme à l'île Maurice, et même en Louisiane, pour appeler la cafetière, on l'appelle grec. D'accord. Il faut savoir que grec aussi, ça vient d'un autre terme. Je parlais tout à l'heure de chaussettes. Les apothicaires de l'époque avaient une petite chaussette qu'on appelait greg et dans lequel ils faisaient leur préparation, qui servait de filtre. Mais le greg aussi, c'était aussi les hautes choses. Souvenez-vous, quand j'ai fait la chronique sur le pantalon, la culotte, la fameuse culotte, les hautes choses des hommes, ça s'appelait greg, et ainsi que la chaussette haute aussi. Donc, et le directeur de technique de Canal 10 s'appelle Greg aussi.
mais c'est pas une chaussette. Non, c'est pas une chaussette. Non, Voilà. Il faut savoir. Je ne sais pas s'il aime le café. Non, mais il n'est pas loin. Excuse-nous. Donc il faut savoir donc qu'en France, vraiment nous sommes là, donc l'invention de la Dubelloire. Mais il faut savoir que dans le même moment, comme le café envahissait l'Europe, en Italie aussi ils ont développé la leur, en disant qu'en 1895, toujours au 19e siècle, il y a la fameuse cafetière Moka qu'on connaît jusqu'à nos jours, la Bialetti. D'ailleurs, c'est M. Bialetti qui l'a inventé. On le trouve en aluminium, en alliage d'acier inoxydable. Et elle subsiste toujours. D'ailleurs, on l'a réédite, on l'a fait électrique, elle va sur le gaz. Et il y a un nouveau modèle qui est sorti aussi qui va sur les feux à induction. Donc en Allemagne, parce que les personnes buvaient leur café de différentes manières. Il y avait ceux qui faisaient infuser encore. Comme en Allemagne, on faisait encore infuser, c'était une dame, une ménagère qui en a eu ras-le-bol d'utiliser une chaussette, a inventé le filtre à papier. Je vous donne son nom en mille, à votre avis. Je ne vais pas deviner. C'est Melita. D'ailleurs, on voit encore les filtres à papier Melita. Melita Benz, une Allemande, en 1908, au XXe siècle, a inventé le système du filtre à papier pour remplacer cette fameuse chaussette parce qu'elle a refusé. Et par la suite, les cafetières Melita au XXe siècle, ils ont fait un modèle avec le porte-filtre et le pot en dessous et on pouvait mettre le filtre. Donc là, ce sont des cafetières à dépression. Alors, ça, c'est un peu plus technique. C'est venu après la Dubelloire en 1825 et c'était basé sur le principe de l'expansion et de la contraction de la vapeur d'eau. Donc on faisait chauffer, la mouture était prise, on faisait chauffer l'eau en dessous, la vapeur mouillait la mouture. Et quand on éteignait le feu, par un échange de contraction, le café descendait. Donc c'est assez compliqué, mais il y a certaines personnes qui continuent encore à en faire. Ça, c'est les anciens modèles de cafetière à dépression, mais il y a de nouveaux aussi. Donc tout dépend du goût qu'on cherche. Il faut savoir que nos grands-mères, quand elles utilisaient le grec, elles faisaient très attention au récipient. Même avec le café filtre, très attention au récipient, il fallait qu'il soit bien lavé, très attention à l'eau qu'elles utilisaient. Donc, et pour avoir un goût optimum. Donc, c'est tout un art, le café. C'est tout un art, que ce soit l'art de le faire, l'art de le déguster, c'est tout un art. Bon. À part ça, il y a eu les cafetières napolitaines. On en montre, il y a quelques exemples que j'ai montrés. La napolitaine, c'est pareil. Elle s'inspire de la Dubelloire, c'est-à-dire qu'on met le filtre, on met le café, la mouture dans un pot et on met l'eau de l'autre côté. On fait chauffer l'eau et quand c'est bon, on retourne. Voilà, c'était un système en renversement. Donc beaucoup de personnes. Bon, à part ça, je peux citer d'autres. Il y avait la cafetière turque qu'on connaît. Bon, c'est directement sur le feu. On a montré, c'est la première image. On faisait bouillir le café dedans. Il y avait l'Éthiopienne dans le même système aussi, mais qui allait sur le feu, c'était des pots en terre. Il y a les Russes qui s'inspirent un peu, voilà la cafetière turque. Il y a les Russes aussi où on voit un peu le système samovar, une grande cafetière à bouilloire. Et il y en a, etc., etc. Bon, au XXe siècle, on a eu la cafetière à piston pour reprendre le système d'infusion, comme j'ai dit tout à l'heure, la cafetière à piston. Et moi, je dis que ça dépanne bien. Parce qu'avec toutes nos nouvelles cafetières qui prennent des dosettes, le jour où on n'a pas de dosette, et une petite cafetière à piston, c'est bien agréable. Pourquoi? On met la mouture en bas, on met l'eau chaude en dessous, au-dessus, on presse, le marc reste, le marc est séparé et c'est très rapide. Donc ça dépanne. Donc moi, je dis que toute bonne ménagère devrait avoir au moins 2 ou 3 cafetières. Ah bon? Il n'y a pas de dosette. Si on n'a pas de... Mais dosette, ça coûte une fortune. C'est vendu en lot de 12 ou de 18, donc des fois on se trouve à court de dosette. Mais c'est bien d'avoir un café filtre ou bien d'avoir une cafetière à piston, donc ça dépanne pas mal. Le goût n'est pas le même. Mais c'est intéressant. 4 minutes avant la pub. 4 minutes avant la pub. Bon, je pense que j'ai fait le tour des cafetières. J'ai survolé. La cafetière électrique à filtre, on en a parlé? Oui, la cafetière à filtre, c'est en 1972 que c'est apparu avec Mr Coffee. Et c'est de là aussi qu'est venue toutes
les autres cafetières. Ensuite, on l'a fait chauffante, il y a eu pas mal d'améliorations. Jusqu'à maintenant, on peut voir les nouvelles cafetières, les Krups, toutes les celles qui font des cafetières magnifiques avec des designs fantastiques. D'ailleurs, on n'arrête pas de créer autour de la cafetière. L'Expresso, on en a parlé. L'Expresso, c'est toujours parmi les cafetières. C'est inspiré du mocha italien, c'est italien, mais arrangé, quoi. Donc, mais là, s'il faut vraiment rester sur les cafetières, je pense que mes 8 minutes ne suffiront pas. Quel type de café vous aimez, vous? Moi, j'aime le Arabica. Arabica? Made in Guadeloupe? Made in Guadeloupe, oui. Et vous le buvez sucré ou... Non, sans sucre. Sans sucre? Oui, sans sucre. Le café se boit sans sucre? Oui, mais les puristes boivent le café sans sucre. Pourquoi? Parce que tous les arômes ressortent le goût du café, mais c'est une habitude à prendre. Au départ, c'est difficile parce que j'étais habituée au café sucré. C'est justement cette amertume qu'il faut chercher. C'est dans ça qu'on trouve. Il y a différentes variétés de café et différentes amertumes aussi. Donc, on peut prendre un Arabica et un Robusta, c'est deux amertumes différentes. L'Arabica est plus doux que le Robusta. Oui. Voilà. Et il y a une dernière chose, il y a une tradition culturelle. En Guadeloupe, on prend le café le matin. Ouais. Et dans les pays occidentaux, c'est toute la journée. Toute la journée, mais même en Guadeloupe, on prend le café toute la journée. En général, nos parents ne boivent pas de café à midi. Non, les parents, ils buvaient du café le matin. Le matin? Ouais, c'est vrai. Oui, c'était... pain et café, c'était le pain et café. Ah oui, c'était pain et café, et les enfants, c'était pain et de l'eau café. Voilà, c'est fini pour le coco. C'est pas fini, qu'est-ce qui manque? Oui, il y a Kafka Énergie, je voulais juste faire penser au niveau de Kafka Énergie, les formations, FCO Voyageurs et FIMO Voyageurs. Donc là, soit FCO Voyageurs, c'est du 23 au 27 octobre, c'est les tarifs promo, il y a des facilités de paiement. Donc pour tous ceux qui veulent faire une reconversion ou bien voir autre chose, qu'ils aillent à Kafka Énergie. Ce sont les professionnels de la conduite, surtout des poids lourds, des bus, mais aussi les permis B. Ils sont à Jarry, excusez-moi, au jardin de Welbo. Et pour les joindre, c'est un fixe, je précise, au 93 63 11 ou bien sur kafkaenergie@orange.fr. Ils ont aussi un site, c'est kafkaenergie.com. Donc pour vous renseigner pour les différentes formations FCO Voyageurs et FIMO Voyageurs, d'ailleurs ça commence du 23 au 27 octobre et du 23 au 21 novembre pour le FIMO Voyageurs. Allez-y, renseignez-vous, c'est intéressant. Et il y a aussi le salon, un salon qui se déroule au World Trade Center. Voilà, le salon du développement personnel et de l'art de vivre, c'est le sens créole, le sujet c'est sens créole, et ça se déroulera du 27 au 29 octobre au World Trade Center de Jarry. L'entrée est payante ou gratuite? Je pense que c'est gratuit, mais pour tout renseignement, vous appelez le portable 27 66 19. Voilà, vous avez tout dit? J'ai tout dit. Voilà, on remercie donc Coco Diabuco Jocelyne. On va rappeler rapidement les titres conférences sur UTS, UGTG. Aujourd'hui, par décision du 5 octobre, la direction de l'EFS a annoncé l'externalisation imminente du plateau technique de qualification biologique du don du sang. Autrement dit, les examens biologiques seront désormais faits en France. Ce qui est très grave. Le syndicat UTS-UGTG n'a pas accepté ce dictat. Ils ont réuni la presse ce matin pour en parler. C'était dans le jardin de l'EFS, ici même. Délégation haïtienne reçue à Cap Excellence par Éric Jalton, on en a parlé. L'atelier numérique du CAR, la communauté d'agglomération de Riviera, les hébergeurs, les restaurateurs, les prestataires de tourisme souhaitant dynamiser leur activité et échanger, partager leur expérience afin de permettre de mettre en place une offre de service d'accompagnement au plus près des besoins des professionnels du tourisme de la Guadeloupe. Et puis l'école élémentaire de Cancan organise une journée porte ouverte Erasmus plus DI le 13 octobre de 8h à 11h. Voilà, on a tout dit. On va en rappeler qu'on a aussi reçu le directeur de Pôle emploi, M. Stéphane Jules. Si vous avez tout raté, bien vous n'avez qu'une solution, www.zcl.tv. On salue nos amis de RHC, de Canal FM, Canal 10 FM, je parle de Jeff, et puis on se retrouve demain avec Mandy pour la suite, puisque le ZCL, c'est jusqu'à vendredi, 14h. Merci de votre attention. C'est l'heure du café, effectivement, puisque, c'est bien. oui, puisque le déjeuner est terminé, et nous, on va faire comme ça, nous rattraper en douce. Voilà, c'est fini. Allô?